Masters professionnel, industriel, commerce et gestion en partenariat avec l'Université de Chang et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Entrée sur études de dossier. IUC, un pôle d'excellence en Afrique. Eh bien le bonjour, nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle d'hommage. Les obsèques officielles pour le patriarche Kadi de Fosso, c'est le grand titre du journal. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret pour donner une coloration particulière donc à la célébration de la vie de Fouatoula. Un acte qui a coïncidé avec l'arrivée à Douala de la dépouille du maire de Bana. C'est à lire en page 2 du journal. Le même journal qui parle de conférence des gouverneurs. Que deviennent les résolutions? C'est une question. La majeure partie, notamment des recommandations de ces 2 dernières années, tarde justement encore à être donc mise en application. Pourtant, certaines reviennent au fil des concertations des gouverneurs. C'est en page 3 de ce numéro. Le même journal parle également de malversations financières des enseignants interpellés. C'était donc au cours de la réunion sectorielle de concertation des responsables des services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires de la région du littoral. C'est en page 7 de la nouvelle expression de ce matin. Autre journal, autre également tabloïd est disponible dans les kiosques ce matin. C'est l'essentiel qui parle du Sénat, septennat de Paul Biya. Sur le plan sportif, bien entendu, ces victoires qui ont d'ailleurs réjoui les Camerounais. On a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations des Camerounais, gagnée, décrochée par les Camerounais, et bien sûr les filles qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Et bien entendu, d'autres trophées engrangés par les équipes nationales. Ça a découvert dans le dossier proposé par le journal Essentiel de ce matin. Le journal parle également de la sécurité qui sera donc assurée partout. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de l'administration territoriale face au gouverneur des régions. Le journal est donc revenu sur le sujet ce matin et vous pouvez lire aussi d'autres faits qui sont également contenus dans le tabloïd. Le journal L'Indépendant parle de la présidentielle du 7 octobre prochain. La souveraineté du Cameroun n'est pas négociable, c'est ce que dit Maurice Kamto. C'est à lire dans le journal. Conférence des gouverneurs, mesures exceptionnelles contre l'insécurité, c'est Atangandi qui le dit. Donc c'est à lire aussi dans le même numéro, le numéro de L'Indépendant de ce matin. Et puis Info Matin parle donc de professionnalisation des enseignements. Le premier lycée agricole en Afrique centrale est inauguré. Il s'agit bien entendu du lycée agricole de Yabassi qui a été inauguré par Madame le ministre des enseignements secondaires et d'autres membres du gouvernement aussi. C'est à découvrir dans le numéro de ce matin en page 3 avec également tout ce qui est contenu. Le journal Mutation de son côté parle du nord-ouest et du sud-ouest. 15 sous-préfets invités donc à regagner leur poste de travail. C'est à lire dans le journal. Le secrétaire général, la présidente de la République qui instruit en tout cas le ministre de l'administration territoriale de réinstaller ces derniers à leur poste de travail justement. C'est ce que dit le journal Mutation. D'autres informations sont également à lire ce matin. Le journal Le Messager s'intéresse plutôt à autre chose, parlant notamment de postes de contrôle frontier de Ntem, comment Biya et Sassou retardent notamment l'inauguration. C'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal parle également des obsèques officielles pour Kadi de Fosso. C'est en page 3 également de ce numéro. En même temps, le journal s'intéresse à la crise anglophone. Ferdinand Ngongo envoie les fonctionnaires à l'abattoir, c'est ce que dit le journal, en page 2 de ce journal. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle d'accompagnement des primes pour des entreprises compétitives, c'est dans le journal, en page 5 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi à autres sujets, parlant notamment de la digitalisation, l'offre Campost Monnaie, avec également l'éducation aussi, sur le souci de 15 jours pour les éditeurs de livres, puisqu'on parle également du manuel scolaire dans cette édition. Il y a
que le livre reste toujours rare sur le marché. Et puis Cameroun Tribune qui est dans les kiosques continue sa série ce matin 2011-2018. Le Cameroun avance sur le plan politique et la diplomatie. Promesses tenues, c'est ce que dit le journal, parlant de la mise en place du Sénat et bien sûr du Conseil constitutionnel et d'autres structures. Ceci dit que le chef de l'État continue raisonnablement à mettre en place des structures importantes pour notre pays, donc sur le plan et parlant notamment d'une période précise 2011-2018. C'est dans le journal, le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le Populi s'intéresse aussi à l'insécurité à Yaoundé. L'ambassadeur de Russie passé à tabac par des inconnus, c'est ce que dit également le tabloïd est disponible dans les kiosques, tout comme d'autres journaux. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Guy Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à nombreux téléspectateurs qui prennent chaque jour du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. On ne dit peut-être pas suffisamment, mais il y a plusieurs journaux qui paraissent au Cameroun et vous avez pris le parti de faire la revue des unes qualitatives qui paraissent quotidiennement au Cameroun. Donc pour ces journaux-là, on a un coup de chapeau et on dit bravo et courage pour le travail titanesque qu'ils abordent au quotidien pour informer les Camerounais d'ici d'ailleurs. Merci. Alors, Charles Ngafongan, bonjour. Bonjour. Je suis là ce matin et je me fais toujours le devoir de servir la presse et de servir les citoyens camerounais. Très bien. Alors avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets, parlant de la conférence du gouverneur. Mais avant, la nouvelle expression, la une de la nouvelle expression parle bien sûr des obsèques officielles pour le patriarche, Kadi de Fosso, que vous avez connu également. Vous savez de quoi il est question. Et il y a eu en tout cas le communiqué le décret du président de la République qui officialise notamment les obsèques du patriarche. Oui, je pense que c'est un acte fort, c'est un signe de reconnaissance des services rendus à la République du Cameroun par ce maillage de l'économie. Je dirais plutôt que j'ai l'impression que la presse n'est pas allée aussi loin. Nous attendions connaître davantage Kadi de Fosso après son décès. Nous attendions qu'on puisse nous faire des grands reportages, des grands plans sur ses réalisations. Pendant plus de 50 ans, il a énormément influencé l'économie camerounaise. C'est pas encore fini, en tout cas. Oui, on attend de connaître davantage. Aujourd'hui, les obsèques officielles, oui, on sait un peu ce qui va se passer. Mais qu'a-t-il fait par le passé? Comment a-t-il contribué? Qu'est-ce qui reste de sa brillante, de sa grande œuvre? Donc, on attend encore de le savoir et je tiens un coup de chapeau aux journaux qui ont pensé qu'ils pouvaient mériter toute une. Et c'est le cas de la nouvelle expression. Oui. Alors, Nyandi Fendi va représenter le chef de l'État aux obsèques de Kadi de Fosso. Oui, c'est de bonne guerre, même si je suis de ceux qui auraient pensé qu'il aurait été de bon temps que le président lui-même y soit. Vous savez, les Italiens ont Berlusconi, qui dans des pays sérieux, les capitaines d'industrie comme les Kadi, on les protège, on les ménage suffisamment. Donc Kadi, c'est vrai qu'il est mort à 95 ans, le grand-père, et le chef de l'État, il était temps quand même, parce que j'étais de ceux qui s'inquiétaient de ce silence qui commençait à durer de la part des dirigeants qui ne se prononçaient pas sur ce dossier-là, et cet hommage officiel est simplement la cerise sur le gâteau mérité à quelqu'un qui est un capitaine d'industrie, qui, durant près de 50 ans, a œuvré pour que l'industrie, l'économie camerounaise soit ce qu'elle est aujourd'hui, un des plus gros employeurs de ce pays. Il a diminué le chômage. Il a diminué le chômage de manière conséquente. Il a offert une des plus belles mairies de ce pays au RDPC, qui, je l'espère, saura préserver cette mairie maintenant que le patriarche s'en est allé. Et c'est quelqu'un qui, à mon sens, devrait mériter tous les hommages qui sont dus aux personnes de son rang. C'est capitaine d'industrie qu'on devrait protéger, et on ne peut souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et je voulais une fois de plus prier à toutes ces sympathiques familles dans lesquelles j'ai quelques affinités, d'accepter de recevoir ma goutte de compassion dans cet océan de douleur. Parce qu'à 95 ans quand même, quand on part, en réalité en Afrique, c'est une célébration, c'est une fête qui devait être pris tel quel, parce que ils sont très peu qui parviennent à atteindre cet âge de 95 ans. Alors très bien, donc la nouvelle expression évoque le cas ce matin, ou alors rend compte de ce qui s'est déroulé, l'arrivée de la dépouille à l'aéroport jusqu'à son domicile, de messager également. Donc vous comprenez bien qu'on peut davantage lire et être parfum de ce qui a été fait pour la journée d'hier, à travers les tabloïds de ce matin. Le journal La Nouvelle Expression parle également des conférences du gouvernement
gouverneur et se pose une question, que deviennent justement les résolutions qui sont prises chaque fois? On a parlé de la circulation des armes à l'époque d'Emmanuel Sadi, qui était ministre de l'administration territoriale, et de la décentralisation à l'époque. Donc aujourd'hui, ministre de l'administration territoriale, simplement, avec Atangandi qui revient et met également un accent sur la gestion ou la circulation des armes dans le pays. Non, il faut dire que la crise anglophone a été un excellent prétexte pour le ministre de réguler cette activité-là, parce que voyez-vous, d'aucuns avaient pensé que les armes se vendaient de manière quasi anarchique, bien que les armureries, de manière dans la pratique quotidienne, il y a une enquête de moralité qui est faite et entre le moment que vous exprimiez le vœu d'avoir une arme et le moment où on vous délivre cette arme, il passe quand même un certain temps qui, pour l'armurerie, de mener l'enquête suffisante pour être sûr que vous avez des qualités pour obtenir cette arme. Et donc, le ministre a estimé à un moment donné qu'il y avait un fourre-tout, parce que les armes crépitaient un peu de partout sans qu'on ne sache vraiment où ces gens se sont procurés les armes. Donc il a eu une première mesure qui, ma foi, était salutaire, de commencer par fermer d'abord toutes les armureries, de voir plus clair dans la circulation des armes, de savoir qui fait quoi et qui a acheté quoi, quand et comment. Et donc c'était plutôt une mesure qui, à mon sens, participait de réguler l'activité, de bien comprendre ce qui se passe. Donc après, il est revenu sur sa décision en indiquant que, en devant la suspension évidemment, sauf que les armureries restaient fermées dans les régions du sud-est et du nord-ouest, ce qui pour moi est tout à fait raisonnable, dans la mesure où la facilité avec laquelle les gens dans ces deux régions se procuraient les armes étaient assez déconcertantes, n'étaient pas de nature à rassurer les populations qui ne sont habituées qu'à voir les armes à la télé. Et une fois que ces armes circulent sous le nez et la barbe des populations au quotidien, c'est de nature à augmenter la psychose et à faire peur aux populations. Donc le ministre était dans son rôle de réguler l'activité et de permettre à ce que les armes ne circulent pas de manière désordonnée dans un pays qui est, on va dire, en guerre. Oui. Atangandi est venu parachever le travail qui avait été commencé qui a été engagé par son prédécesseur, René Manuel Sadi, qui n'a peut-être pas mis un accent là-dessus, mais après avoir évoqué, tout est resté un peu dans l'hibernation, mais finalement, aujourd'hui, on voit quand même que le secteur est régulé. Ah bon. Moi, j'ai envie de dire simplement qu'assez souvent, on met un peu la charrue devant les bœufs. Et dans ce cas, les bœufs ne peuvent pas avancer. Donc, avant de prendre une décision, il faut une étude minutieuse pour en mesurer l'impact, les conséquences que la décision qui sera prise peut avoir sur les populations, sur les citoyens et pour tous ceux qui assez souvent vivent de cette activité-là. Au Cameroun, c'est pas toujours cela. Moi, j'avais apprécié la méthode Sadi qui avait pris du temps. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train d'être fait, mais à la différence d'Atangandi, qui a d'abord pris la décision. Sous Sadi, il n'y avait pas de crise anglophone. Il faut quand même relever que sous Sadi, il n'y avait pas de crise anglophone. Il n'y a pas de crise anglophone. N'est pas exactement le même. Donc, le problème n'est pas forcément les armureries. Le problème, c'était la façon de distribuer les permis de port d'armes. Qui sont ceux qui en bénéficiaient. Vous avez quelqu'un parce qu'il a pu atteindre 1 ou 2 millions, peut-être qu'il a volé à la caisse de l'État, ou on ne sait pas, d'une escroquerie à une autre, il a pu avoir 10 millions à son compte, il va justifier. Moi, je connais des gens qui portent des armes alors qu'ils n'ont aucune qualité pour en porter. Donc, il fallait donc interroger d'abord la pratique, comment est-ce qu'on fait pour avoir une arme, avant d'aller maintenant voir où est-ce qu'on se procure ces armes. Donc, je pense que les choses avaient été mal faites, on a pu corriger, on dit, heureusement, on peut dire... sur le temps, on a pu quand même se rattraper. Mais ce qui doit interroger quand même, c'est pas celui qui corrige, je trouve que la situation était déjà là. Oui, elle était déjà là. Elle a essayé de corriger à son niveau, mais en le faisant, j'avais dit qu'il a été un peu boiteux. Mais disons simplement que très vite, il s'est rattrapé. On peut également comprendre qu'il y a la crise anglophone, comme vous avez si bien dit. Mais je n'ai pas envie de croire que les armes qui circulent en zone anglophone ont été achetées sur ces armureries-là. Donc je pense qu'il y a même des armes de fabrication traditionnelle. Il y a des armes de fabrication traditionnelles qu'on peut acquérir. Il y a les armes de chasse. Ce n'est pas forcément ce type d'armes. Et pour revenir sur ce conclave des gouverneurs, moi j'ai envie de croire que ce qui se dit souvent pendant ce conclave-là n'est pas ce qui est révélé au public, au grand public. Donc il y a toujours les choses véritables qui justifient parfois la tenue de ces conseils de gouverneurs, ce n'est pas ce qui est révélé. Du coup, ce qu'on présente comme recommandation, ce n'est pas suivi, ce n'est pas ce qui est attendu de ces gouverneurs-là. Ce qui est normal. Vous voyez, voilà, la veille des élections, on ne nous dit pas exactement ce qu'on a dit aux gouverneurs par rapport aux élections, mais on a vu par le passé assez souvent même, on associait les gouverneurs, ces chefs d'État aux fraudes qui sont parfois arrivées.
On a vu ces chefs d'État parfois contribuer à la fraude pendant les élections, ou même à des trous pendant les élections, alors qu'ils sont là, ils devaient être le garant de la sécurité des élections crédibles et transparentes. Donc nous, on ne peut donc pas s'étonner du fait que assez souvent les recommandations ne sont pas respectées. J'ai envie de croire que ces recommandations-là qui sont publiées sont parfois différentes de ce qui a véritablement été confié comme mission au gouverneur. Très bien. Donc on peut lire l'article dans le journal La Nouvelle Expression, conférence des gouverneurs. Que deviennent justement les résolutions qui sont généralement prises? C'est à découvrir en page 3. Le même journal parle également de malversation financière, des enseignants interpellés. C'était au cours de la réunion sectorielle. On a vu avec la nouvelle méthode qu'il faut payer les inscriptions à travers le phénomène électronique. C'est une difficulté également pour les parents qui sont dans l'arrière-pays. On voit bien que les enseignants, quelques responsables sont toujours là à attendre de percevoir donc les frais d'inscription et autres. Charles a bien fait tout à l'heure de remarquer qu'on met en général dans ce pays la charrue avant les bœufs et c'est à peu près ce qui se passe avec les paiements électroniques dans notre environnement. Je veux dire que quand vous parlez de l'arrière-pays, même en pleine capitale Douala parfois, quand vous payez votre facture Eneo ou je sais pas moi, il est arrivé plusieurs fois que vous arrivez, qu'on vient nous couper au poteau, alors que vous avez payé avec votre téléphone. Je veux dire qu'il y a ces dysfonctionnements qui ne sont pas forcément liés au fait qu'on soit dans l'arrière-pays ou pas, mais simplement au fait que le backup qui est censé assurer le relais n'est pas toujours au point et il n'y a pas toujours une véritable fluidité de l'information entre ceux qui la traitent en amont et ceux qui la traitent en aval. Et donc, au point de vue, je ne suis pas très surpris par ce qui se passe parce que nous vivons d'une manière quotidienne à Douala. Vous êtes arrivés, vous et moi, et ceux qui nous regardent au moins une fois, d'avoir payé leur facture via leur téléphone et qu'on vienne quand même couper en estimant qu'ils n'ont pas payé. Donc, il y a ce décalage-là qui n'est pas de nature à assurer, mais simplement parce que non seulement il y a des problèmes qui sont liés, je l'ai dit au backup, mais le dysfonctionnement est davantage lié au fait que les ressources humaines parfois dédiées à ce type d'opération ne prennent pas toujours la mesure de ce qu'il y a à faire et parfois ça crée de gros malaises. Vous vous rappelez, comme moi il y a quelques jours, j'ai vu que désormais même les frais d'examen seront payés via ce canal. Vous imaginez quelqu'un qui paie ses frais d'examen via ce canal et qui vient le jour J, quand on lui dit qu'il n'a jamais payé son nom ne figure pas sur les listes des gens qui vont composer. Donc il y a tellement de choses qu'il faut encore prendre avec beaucoup de pincettes. On n'est pas, je ne veux pas dire qu'on est encore à l'âge de la préhistoire, mais je pense qu'il y a des préalables et des prédispositions qu'on devrait prendre pour s'arrimer à la nouvelle technologie. Des résultats au baccalauréat, il y a encore beaucoup de choses à faire et autres, où il fallait consulter en tout cas ces différents réseaux et finalement on ne voit pas le nom. Lorsqu'on interroge, mais sur le babillard, on va découvrir le nom de l'élève qui a été admis. Donc ça fait partie des incongruités que l'on relève. Oui, moi je pense que la liaison prise par le ministre est quand même à saluer. Je crois qu'aujourd'hui, avec les différentes évolutions, avec la montée fulgurante des technologies de l'information et de la communication, il faut également s'arrimer. Donc c'est une très bonne chose, mais qu'il faut du temps. Normalement, quand on prend une décision, il y a une phase de sensibilisation avant d'arriver par exemple à la censure, à la répression. Donc on donnerait du temps aux parents, ceux qui peuvent le faire par ces canaux électroniques là le font, ceux qui ne peuvent pas, peut-être qu'on met un guichet, on crée un guichet quelque part où ils peuvent payer, donnant le temps ici aux gens au bout d'1 an, de 2 ans de s'arrimer à la nouvelle donne. Donc nous avons l'impression que les gens sont pris de coups, ils ne comprennent pas déjà très bien. Et il n'y a pas eu une véritable campagne de sensibilisation avant que ces guichets électroniques soient ouverts. Il n'y a pas eu une sensibilisation au niveau des médias, même au niveau des affichages, un peu partout, même dans les réunions des parents, pour sensibiliser les parents de ce qui sera fait à l'avenir. Et il y a un autre point d'ancrage, c'est-à-dire la corruption qu'on pensait pouvoir résoudre. J'ai envie de croire ici que ce n'est pas le cas. Par le passé, l'an dernier, il y a 2 ans, moi j'ai inscrit mon fils dans un lycée de la ville de Douala. À la banque, j'avais payé un peu plus, environ 43 000 francs en tout. Mais quand il a fallu valider les reçus au niveau du lycée, je me suis rendu compte que le total des reçus qui avaient été validés, ce qui m'a été remis, pointait 35 000 francs. Quand ils allaient me renseigner, on m'a dit non, on ne vous réclamera plus jamais rien. Et effectivement, pendant toute l'année, on m'a y réclamé. Aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez payer, voici un code à travers lequel vous pouvez payer. Mais on ne vous dit pas le montant que vous payez. Vous allez vous rendre compte que ces montants sont différents en fonction des lycées des établissements. Mais ce n'est pas normal. Ils sont des établissements publics. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'on paye 30 000 francs au lycée de Bépanda et peut-être 40 000 francs au lycée je ne sais pas, de Madagascar ou de Brazzaville? Rien ne justifie cela. Donc, on pense pouvoir résoudre un problème, mais j'ai
Donc une opération étudiée davantage. Oui, je pense qu'il faut continuer. Il faut encore du temps. Le temps non, disons que l'intention est bonne, elle est louable, elle est à parfaire, elle est améliorée. On est obligé de s'adapter, de s'arrimer à la nouvelle, à l'évolution du monde. Donc il faut simplement que les gens prennent l'habitude de se familiariser à cette nouvelle façon de faire, des manières d'être et d'agir. Et avec le temps, forcément, ça rentrera dans les habitudes et dans les pratiques des uns et des autres. Très bien. Alors, c'est à lire en page 7 du journal, la nouvelle expression de ce matin, parlant donc de malversation financière des enseignants interpellés. C'était au cours de la réunion sectorielle de concertation, ici même à Douala. Et le journal Cameroun Tribune est dans une série. On voit bien qu'entre 2011 et 2018, le journal, le Cameroun avance sur le plan politique et diplomatique, sur le plan de la diplomatie également. Et donc, le journal est donc dans cette série parlant de ces faits. Entre-temps, il y a eu la création du Sénat, il y a eu la mise en place du Sénat, en tout cas le Conseil constitutionnel également, le reporter ou tout au moins ceux qui s'occupent de ce dossier sont revenus sur les différents faits réalisés par le chef de l'État entre 2011 et 2018. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des journaux qui sont allés en campagne pour le candidat du RDPC. C'est le cas de Cameroun Tribune. Tous ces faits qui sont présentés dans une série programmée sont vantent les mérites, vantent les bienfaits, les réalisations de Paul Biya pendant le dernier septennat, quand on dit promesse tenue, le Cameroun avance. Je crois que en ces périodes pré-électorales, pré-campagne, c'est une injustice pour les autres candidats. J'ai également vu qu'il y a un journal essentiel qui présente le septennat de Paul Biya en interrogeant non pas ce qui a été fait, ce qui devait être fait, ce qui a été fait, mais en disant que c'est un septennat de victoire. Donc il y a des journaux qui sont en campagne et ça ne nous surprend pas. Là, on peut encore interroger ce contenu-là, mais j'invite ceux pour en savoir davantage, de rentrer dans les contenus pour savoir effectivement ce qui est présenté. Mais quand on voit le titre, on se rend tout simplement compte que à l'intérieur, j'ai envie de dire que c'est des lauriers qui sont en train d'être, qui sont vantés et ça ne nous surprend pas que cela vienne de Cameroun Tribune. Alors, des promesses tenues, Cameroun Tribune, c'est le titre de ce journal et vous l'avez également évoqué. Il y a le journal L'Essentiel qui parle des victoires qui ont réjoui les Camerounais. Parlant des équipes nationales, le Cameroun, les Lions indomptables par exemple, qui ont décroché le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, les filles qui sont allées en finale, et d'autres disciplines aussi qui sont évoquées par le journal Essentiel, pour dire que ça rentre dans le septennat du second. J'en rigole parce que ça rentre dans le septennat, évidemment, on parle de sport, un pays qui est de manière régulière sous ajustement culturel, un pays qui est tout le temps en train de mettre sur pied les plans d'urgence, une fédération qui est tout le temps en train d'être normalisée, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a aucun mérite dans un pays sérieux qu'une fédération soit de manière éternelle en phase de normalisation. Ça veut dire qu'on a échoué. On n'est pas capable de mettre sur une fédération qui soit normale. Quand on parle de victoire sportive, j'ai envie de me demander de quoi est-ce qu'on parle. On parle d'un pays champion d'Afrique qui n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde, qui a quelques jours encore a été humilié par les Comores. Je pense que c'est assez révoltant. Non, on l'a bien remarqué que Cameroun Tribune et la CRTV sont en campagne depuis très longtemps pour le RDPC. C'est de manière flagrante, c'est un déséquilibre qui n'est pas de nature à rendre serein les autres candidats. Et rappelez-vous que Cameroun Tribune brandit à sa une, notamment en parlant des victoires, parle du Sénat. Je me réjouis que la plupart des candidats aux élections présidentielles ont clairement dit qu'ils allaient supprimer le Sénat, qui ne sert pas à grand-chose. Dans tous les pays sérieux du monde, c'est une institution qui est budgétivore, qui n'apporte rien à la nation. Si, après 60 ans d'indépendance, on est encore aux grandes ambitions, ça veut dire qu'on a échoué. Quand on a 60 ans, je veux dire qu'on a atteint cette tâche, en principe, on n'a plus des ambitions, des réalisations. Nous avons on est obligé, exactement comme le comice agro-pastoral de Bolova, d'avoir une canne au rabais. Il faut dire ça comme ça, parce que la canne, telle qu'elle avait été pensée au départ, il était question de construire des stades localement, d'avoir la main d'offre locale. Aujourd'hui, on nous a inventé un concept de stade préfabriqué. Évidemment, comme le comice de Bolova, ce sera une canne au rabais. Je pense que les Camerounais ne méritent pas une telle émulation. On méritait mieux après la CAN 72. Donc il y a tellement de ratés comme ceux-là qui ne sont pas aujourd'hui. Je me rappelle encore le Rwanda qui sort de guerre que j'ai visité il y a pas longtemps. Quand vous arrivez à Kigali, vous êtes émerveillé, vous êtes bluffé, un pays qui sort de guerre. Aujourd'hui, l'argument qu'on nous brandit, c'est qu'il y a la crise anglophone qui a obligé l'État
à réajuster ses priorités, etc. On est quand même surpris de savoir qu'un pays qui a vécu le génocide le plus violent au monde ait pu se relever aussi rapidement et servir d'exemple au monde. Donc il y a tellement d'incongruités comme celle-là qu'on se demande quelle victoire on peut célébrer dans un pays qui est, à mon sens, la forme la plus achevée de l'inertie. D'accord. Alors, lorsqu'on a fait le tour de, j'allais dire l'essentiel, on a fait également le tour de... à regagner aussi facilement le poste. Mais on comprend, ce sont des engagements qui ont été pris, il faut qu'ils les respectent. Si on a accepté de servir à la préfectorale, ça veut dire qu'on est prêt à servir partout au Cameroun. C'est vrai aussi que pour qu'ils y aillent, il faut quand même que leur sécurité soit garantie. Donc c'est une information qui est de très grande importance, qui montre qu'effectivement, même les administrateurs ont peur de certaines régions, qu'il y a des régions aujourd'hui, qu'il y a des arrondissements aujourd'hui où il n'y a véritablement pas de sécurité. Donc c'est une information que j'apprécie. Non, vous savez simplement dire que l'État a échoué. Si les administrateurs de ce calibre ne peuvent pas être protégés, combien de fois de citoyens lambda qui vivent dans ces régions-là, si eux ils ont peur d'y aller, ça veut dire que l'État a démissionné, il ne peut pas protéger même ces fonctionnaires les plus capés. Ça veut dire qu'on est dans un État qui est à genoux, qui est à terre, et c'est très grave. D'accord. Alors, les lecteurs vont lire ce que la presse propose ce matin en termes de sujets. Je vous invite donc à rester et à faire un tour dans les kiosques. Bonne journée à vous, madame, messieurs. Demain, ce sera la dernière de la semaine et nous serons donc rendus à vendredi.